Bonjour, bienvenue sur lefigaro.fr et la page Facebook du Figaro. Depuis un peu plus d'une heure maintenant, c'est le soulagement à Trèbes dans l'Aude. L'assaut a été donné par les forces du GIGN contre le supermarché où s'était retranché ce matin un preneur d'otages se revendiquant de Daesh. Et d'ailleurs, à l'instant, l'État islamique a revendiqué les attaques et cette prise d'otages sur laquelle nous allons revenir en détail. C'est la troisième attaque terroriste depuis le début du quinquennat. On va y revenir avec nos invités, les spécialistes du Figaro. Vous pouvez poser vos questions, donner vos commentaires. On va les partager tout au long de cette heure avant Point de vue, tout à l'heure qui sera présenté par Guillaume Roquette. Mais d'abord, le rappel des faits avec vous, Ariane Lecoeur. Bonjour Vincent, il est environ 10h30 ce matin. Un groupe de CRS qui rentre d'un footing près de Carcassonne est visé par des tirs qui proviennent d'un individu qui les suivait en voiture. L'un d'eux est blessé, il a une côte cassée et un poumon perforé. Le tireur prend la fuite. Une demi-heure plus tard, un homme arrive dans un supermarché Super U à Trèbes, à 8 km de Carcassonne. Il fait feu, 2 personnes sont tuées et une prise d'otage commence. Elle durera près de 4 heures. L'assaut est donné par le GIGN, l'homme est neutralisé et vers 14h45, l'homme lourdement armé est abattu par les forces de l'ordre. On écoute le récit de l'assaut livré par Gérard Collomb qui s'est rendu sur place. Le lieutenant-colonel de gendarmerie qui était avec ses hommes s'est volontairement substitué à un otage que le terroriste tenait et donc il est resté avec lui. Le terroriste a tiré, le GIGN est intervenu et donc a abattu le terroriste. C'est la chronologie des faits. Alors que sait-on de cet homme? Il s'appelle Redouane Lagdim, c'est un franco-marocain de 26 ans. Il est suivi par les services de renseignement depuis 2013. Il a fait un bref séjour en prison en 2016 pour des faits de droit commun. Un petit dealer, selon Gérard Collomb, qui serait passé à l'acte brusquement. De sources concordantes, il a crié « Allah Akbar » et réclame la libération de Salah Abdeslam. Alors comment le gouvernement a-t-il réagi? Édouard Philippe était alors en déplacement à Mulhouse. Il a réagi en premier vers 13h. Pour informer de la situation, on l'écoute. À Trèbes, à proximité de Carcassonne, une prise d'otage est en cours. Les forces de gendarmerie ont été rapidement déployées sur place et les opérations ne sont pas, au moment où je vous parle, achevées. Le parquet, ou plus exactement la section antiterroriste du parquet de Paris, a été saisi et toutes les informations dont nous disposons au moment où je vous parle laissent à penser qu'il s'agirait d'un acte terroriste. Voilà, et ensuite, vers 14h30, le chef de l'État s'exprime depuis Bruxelles, où il participe à un sommet européen. Et puis vers 15h, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, arrive sur les lieux. Il s'exprime en direct depuis la mairie de Trèbes et précise la chronologie des faits. Alors, le dernier bilan fait état de 3 morts, le passager de la voiture volée à Carcassonne, et puis 2 personnes qui ont donc été tuées dans le supermarché. Également 3 autres blessés, dont un gravement. Voilà, Vincent, les informations dont on dispose pour le moment. Merci beaucoup, Ariane, pour ce rappel complet des faits très clairs. On est en ligne avec Philippe Capon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'UNSA Police. Comment, vous, selon vos informations, c'est dénoué la prise d'otage et quelles informations vous avez eues pendant cette matinée, en particulier en provenance de tout ce qui concernait les CRS qui ont été blessés? Alors déjà, une nouvelle fois, c'est une émotion particulière qui touche l'ensemble des services de sécurité français, policiers comme gendarmes. Une nouvelle fois, nous avons été victimes d'une attaque terroriste qui s'en est pris très directement à des fonctionnaires de police. Je rappellerai quand même que malheureusement, ce type d'événement se reproduit de façon à chaque fois tragique depuis décembre 2014. Pour nous, à l'UNSA Police, on estime que la première attaque terroriste en France qui a eu lieu dans ce cadre-là, c'est celle de décembre 2014 à Joué-les-Tours, où un individu avait tenté de s'introduire dans le commissariat de Joué-les-Tours et de s'en prendre directement avec un couteau aux policiers. Donc à chaque fois, c'est une grande émotion. On a eu Magnanville, on a eu notre collègue Xavier Jugulé assassiné sur les Champs-Élysées. C'est
Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont prises pour cible. Je doute que cet individu s'en soit pris au CRS par hasard, comme certains ont pu le dire sur différents médias. Je pense il était sur un parcours où il avait reconnu un certain nombre de choses. C'est une attaque ciblée. Un de nos collègues CRS désarmé en tenue civile, en tenue de sport, dans le cadre d'un entraînement sportif, a été grièvement blessé par balle, fracture de plusieurs côtes, perforation du poumon. Aujourd'hui, ces jours ne sont pas en danger. On a vu après l'épopée tragique de cet individu qui s'en est pris à d'autres personnes, pour terminer dans cet hypermarché où le bilan est très lourd, encore une fois, sur une attaque terroriste. Ce qui s'est passé en province, dans un lieu dont on pouvait estimer qu'il n'était pas forcément concerné par le terrorisme. On s'aperçoit que le terrorisme, c'est partout en France. On a eu des exemples récents, mais on a aussi tendance, pendant un peu trop longtemps, à mettre ça en place, on va dire géographiquement, la région parisienne est plus touchée, mais on s'aperçoit que personne n'est malheureusement... Ça concerne la province. Philippe Capon, pardon de vous poser la question comme ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez rappelé Magnanville, vous avez rappelé la mort de Xavier Jugelé, est-ce que vous, en tant que policier, vous avez peur ? Il y a forcément une crainte particulière qui s'exerce. On s'aperçoit que dans notre métier, on est à l'abri nulle part, même en faisant du sport, on l'a vu aujourd'hui, que on s'en prend à nous simplement sur le fait d'être policier. Forcément, il y a une certaine crainte, une certaine méfiance dans le travail quotidien des policiers. Moi, certains collègues me disent régulièrement, je fais attention à pas être suivi quand je rentre chez moi. On cherche à protéger nos proches, notre famille, puisqu'on s'aperçoit que nos proches et notre famille peuvent aussi être touchés par ce type de situation. Donc forcément, on est inquiet. On n'est pas dans un métier routinier. On sait jamais quand on est policier comment les choses vont se passer. Pardon, Philippe Capon, je vous coupe, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour vous pour conjurer la menace ? Je pense que malheureusement, il y a une évolution importante. On sait que tous ces terroristes potentiels avaient une volonté d'aller se battre sur les théâtres d'opérations internationaux. Aujourd'hui, on sait que ça n'existe plus. Les départs, il n'y en a plus. On est quasiment à quelques unités de départ, mais il y en a quasiment plus. Donc, il faut qu'on puisse arriver à gérer ça sur le territoire national. On sait que dans le fichier, les personnes susceptibles d'être en relation plus ou moins à un niveau élevé dans le terrorisme, il y a 19 000 personnes fichées, avec des fiches qui sont entrées au fur et à mesure, que 12 000 personnes ont été suivies ou ont justifié d'un suivi particulier. On sait que les forces de police ne peuvent pas suivre tout le monde. On parle souvent des fiches ES. Les fiches ES, oui, effectivement. Le ministre de l'Intérieur a confirmé tout à l'heure que cet individu était fiché. Moi, je voudrais pas qu'encore une fois, comme à chaque fois qu'il y a un acte terroriste comme celui d'aujourd'hui, on s'en prenne encore aux policiers. On cherche à trouver dans la façon dont les forces de police ont fait leur travail des manquements, parce qu'à chaque fois, c'est une situation qui est relativement facile et qui commence à nous énerver au plus haut niveau. Moi, je trouve qu'à chaque fois, mettre en cause les policiers, les policiers font leur travail de façon remarquable. Et c'est ce que disent justement nos internautes, et je voulais vous le souligner, nos internautes comme Rose France qui saluent également le travail du GIGN. Merci beaucoup Philippe Capon d'avoir été avec nous et d'avoir réagi sur le plateau de Figaro Live et de nous avoir donné toutes ces précisions. Christophe Cornevin, bonjour. Vous êtes journaliste au service Société, vous êtes rédacteur en chef adjoint même au service Société, chargé des questions de police et de renseignement, et en particulier de renseignement intérieur. Que sait-on, que s'est-il véritablement passé ce matin à Trèbes ? Je pense qu'à l'heure où l'on parle, il faut être extrêmement prudent. C'est simplement qu'on est en train de retisser petit à petit le scénario de cette attaque, qui est une attaque solitaire, a priori. En tout cas, il agit seul, notre terroriste Redouane Lagdim. En 3 temps, donc les temps sont relativement bien définis. Petit 1, en milieu de matinée, ce terroriste attaque une voiture, s'en prend à une voiture, une 207 grise, à l'intérieur de laquelle se trouve un conducteur et un passager. Donc il y a un carjacking. Carjacking qui se solde par un mort et un blessé grave. Au volant, il ne s'arrête pas, directement au volant de la voiture,
il fonce, il sort de Carcassonne et il tombe sur ces 5 policiers de la CRS 53 qui revenaient d'un jogging et qui rentraient dans le cantonnement, très, très gentiment. Alors c'est fortuit ou pas, d'après ce que dit... Non, d'après moi, ça n'est pas fortuit. D'après ce que disait Philippe Capon non plus. Hein. Ah non, d'après moi, c'est pas fortuit parce que manifestement, c'est quelqu'un qui est véritablement enraciné dans quelque chose de radical, même si les services de renseignement n'avaient pas pu le déceler, mais c'est quelqu'un qui se revendique de Daesh, qui se revendique d'une certaine action violente au nom donc de ce terrorisme islamiste. Et je crois qu'une des cibles, et ça a déjà été dit, majeure du terrorisme de Daesh, c'est l'uniforme. Ils voient, même si ils n'étaient pas en uniforme, ils étaient le cheveu court, ils étaient près de leur cantonnement, ils revenaient, ils rentraient. Donc la voiture les a suivis, la 207 grise. Il est descendu, il a sorti son arme de poing, il l'a tiré à 5 reprises. C'était un véritable miracle parce que le CRS qui a été touché a eu le projectile qui lui est passé à 3 cm du cœur. Donc c'est-à-dire que le bilan aurait été encore beaucoup plus lourd. Il est déjà singulièrement salé, si j'ose dire, mais il aurait été encore 3 morts. Il y a 3 morts, plus lui, plus le tueur, plus le terroriste, ça fait 4. Pour l'instant, on a 3 morts, à savoir donc, le passager de la voiture, les 2 personnes qui ont été tuées dans la prise d'otage, parmi lesquels figure le boucher du Super U et une autre personne dont l'identité restera à être à déterminer. Et après, il y a aussi des blessés, 4 blessés. Donc il y a le passager, le conducteur, le CRS qui a frôlé la mort et 2 gendarmes. Au moment, on parlait de 3 gendarmes pendant l'opération, mais il n'y en a que 2, ce qui est déjà un bilan très très lourd. Un membre d'élite de l'antenne du GIGN de Toulouse, et puis ce courageux lieutenant-colonel de gendarmerie qui a volontairement s'est substitué à un otage pendant la prise d'otage du Super U en disant c'était une femme. Il a dit écoutez, relâchez cette femme, je vais me livrer à sa place. Et c'était d'ailleurs à la fois courageux et en même temps on peut s'interroger sur ce geste dans la mesure où tout d'un coup le terroriste a troqué un otage, on va dire lambda, contre un symbole, un otage à grande valeur ajoutée qui est un officier de gendarmerie. Est-ce que c'est un hasard? Mais en tout cas, le ministre dit que c'est un héros, et c'est vrai que le geste est héroïque, personne ne dira le contraire. Hommage particulier au lieutenant-colonel de la gendarmerie qui s'est sacrifié en se laissant prendre en otage à la place d'une femme. C'est un acte de bravoure extrême. Pensez aussi à sa famille, aux familles de toutes les victimes de ce nouveau drame. C'est ce que nous dit Thierry, qui souligne également qu'il est anormal qu'un ressortissant de nationalité étrangère connu des services de police et des services de renseignement, de plus fiché S, soit encore en liberté sur le territoire français. On va y revenir. Il y a Jean-Michel Fauvergue qui est avec nous en ligne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien patron du RAID. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous l'avez été de 2003 à 2017. Vous êtes également maintenant député de La République En Marche en Seine-et-Marne. Qu'est-ce que ça vous inspire justement, cet acte de bravoure de ce lieutenant-colonel, même s'il est au GIGN, qui n'était pas comme la même arme que vous, si j'ose dire? Bon, vous savez, entre le RAID et le GIGN, il y a peu de distance et ce sont, quoi qu'il en soit, nos frères d'armes. Et aujourd'hui, je tiens à saluer avec le plus profond respect, la plus profonde admiration et en espérant que les blessures du collègue s'avéreront moins graves que ce qu'on dit. Je tiens véritablement à saluer cette belle intervention et au service de nos concitoyens. Voilà. Beaucoup de questions nous sont posées par les internautes du Figaro, Jean-Michel Fauvergue, autour justement du suspect et le fait qu'il était fiché S. En tout cas, c'est ce que disent beaucoup d'internautes. Un fiché S ne doit plus être en liberté, un fiché S doit être expulsé le cas échéant, c'est ce que nous dit notamment Jean Hubert. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Je peux leur répondre que je comprends ce qui est dit, je comprends ce débat. C'est d'ailleurs un débat qui ressurgit tout le temps et auquel on donne toujours les mêmes réponses. Les fiches S aujourd'hui, ce ne sont pas uniquement
des fiches de dangereux terroristes, c'est des fiches de gens qui sont signalés et dont certains font partie de l'entourage. Il y en a beaucoup de ces fiches S là, et la difficulté dans la fiche S, c'est de pouvoir trier le bon grain de livret, c'est-à-dire le vrai terroriste dont on ne sait pas si c'est un vrai terroriste avant qu'il passe à l'acte, et ça c'est difficile. Mais est-ce que c'est pas dangereux, Jean-Michel Fauvergue, justement? Oui, pardon. Est-ce que c'est pas dangereux, justement? La situation actuelle montre encore une fois que ces individus qui sont potentiellement sont dangereux ne le sont pas que potentiellement. Alors, vous avez raison, dans ce cas précis, ils ne le sont pas que potentiellement. Il y a eu d'autres fiches S qui existent et qui ne sont pas passées à l'acte ou qui ne passeront jamais à l'acte parce qu'ils ont été fiches S, parce qu'ils étaient dans l'entourage de quelqu'un de radicalisé, justement. Et donc, la fiche S permet d'avoir l'entourage de l'ensemble d'une cible potentielle, avec des gens qui sont plus ou moins dangereux. Alors, c'est difficile de répondre à ça. Alors, moi, je comprends bien ce que les internautes nous disent, et ils n'ont pas tout à fait tort, bien évidemment. Maintenant, dans la lutte contre le terrorisme, plus que dans toute autre lutte, en particulier contre la criminalité organisée, on n'est pas dans la science exacte, et c'est très difficile d'être prémonitoire là-dessus. Une partie des députés des Républicains, notamment Nicolas Sarkozy, à un moment, juste après la mort du père Hamel, avait dit qu'il fallait créer un Guantanamo à la française, justement, pour ces fichiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, si vous me définissez ce qu'est un Guantanamo à la française, on pourra peut-être éventuellement en discuter, mais c'est difficile après une opération de ce type-là, alors que l'émotion est encore intacte. C'est difficile ensuite de pouvoir discuter de ce type de mesures. En quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment faut-il l'organiser? Qui mettre en essayant de mettre les bonnes personnes et d'éviter les excès. Donc, vous voyez, c'est pas des réponses. Il faut se méfier. Et ça, c'est l'ex-homme de terrain qui vous dit. Il faut se méfier dans la suite d'une tourmente comme ça, de donner des réponses faciles. Et il faut se méfier de verser là-dedans. Qu'est-ce que l'homme de terrain que vous êtes, justement, conseille aujourd'hui à Emmanuel Macron et conseillerait à Emmanuel Macron pour conjurer la menace terroriste? Écoutez, on sait que la menace terroriste est toujours présente. Elle n'a jamais été niée. Tous les hommes politiques qui se sont succédés, d'ailleurs, pas seulement le président actuel, mais les prédécesseurs, ont toujours dit que la menace était toujours d'actualité. Elle a juste changé de paradigme, cette menace-là. On est passé d'un terrorisme de réseau à des terrorismes endogènes de Français ou de Franco autre chose, ce qui est le cas aujourd'hui, qui sont sur notre territoire, qui se radicalisent rapidement ou moins rapidement, mais en tout cas qui veulent en découdre et qui passent à l'acte assez rapidement. Et en général avec des moyens pas très compliqués, assez simples. Donc cette menace-là existe et il faut continuer à la combattre. Et c'est ce qui est en train d'être fait. De toute façon, elle existera encore un bon bout de temps. Donc il va falloir continuer à la combattre avec les moyens que l'on a. Les moyens que l'on a, c'est avant tout les moyens de renseignement. Et je rappelle que depuis le début de l'année, il y a eu, comme par le passé d'ailleurs, quand j'étais chef du RAID, moi j'ai fait des interpellations de terroristes, des interpellations préventives. Il y a eu des interpellations cette année de gens qui s'apprêtaient à commettre des attentats. Le ministre de l'Intérieur l'a dit d'ailleurs assez récemment. Donc il faut être présent sur le front du renseignement, sur le front de l'intervention, sur le front de l'enquête. Et on a des effectifs de police et de gendarmerie qui, de ce point de vue-là, ont été renforcés, seront renforcés et travaillent très très bien. Et travaillent aussi en osmose et en bonne collaboration avec des services étrangers pour ce qui concerne le renseignement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue pour toutes ces précisions et d'avoir réagi sur le plateau de Figaro Live. Je rappelle que vous avez dirigé
le RAID, qui est l'autre force d'intervention, l'une des 3 grandes forces d'intervention, celle de la police, de 2003 à 2017. Et vous êtes député La République En Marche de Seine-et-Marne. Christophe Cornevin, justement, Jean-Michel Fauvergue disait à l'instant qu'il y avait des attaques terroristes qui avaient été éventées, en tous les cas empêchées ces derniers temps. Il y a eu un progrès dans la prévention de la menace ? Un progrès dans la prévention de la menace. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de circonstancier le nombre de gens et le profil de gens qui sont susceptibles de passer à l'action. Mais ce n'est pas une mince affaire, parce que, comme le disait Jean-Michel Fauvergue tout à l'heure, on a quand même un milieu terroriste extrêmement foisonnant, très giboyeux. Rien que dans le fichier des radicalisés en France, il y a 19 740 personnes. 19 740 personnes. Il faut savoir que dans les services, dans un service de renseignement, il faut quand même savoir qu'il faut en moyenne 20 personnes pour suivre, 20 fonctionnaires pour suivre un objectif, entre les jours, la nuit, les récup, etc. C'est-à-dire que si vous faites une cote mal taillée, il faudra être quasiment tout le ministère de l'Intérieur, du secrétaire au celui qui fait la circulation, derrière ces cibles-là. Donc, ils sont obligés de prioriser, ce qu'ils appellent dans les services de renseignement la priorisation. Alors, sur quoi ils se fondent ? Sur des éventuelles connexions qu'ils ont faites sur Internet, des échanges, des proximités parentales, amicales, est-ce que vous voulez, avec des gens qui sont partis ou qui reviennent des zones de combat. Et à partir de là, ils peuvent commencer à prévenir, à endiguer. Comme l'a dit tout à l'heure Jean-Michel Fauvergue, à procéder à des interpellations préventives. Par exemple, parce qu'en province, effectivement, la province a été beaucoup touchée. Il y avait une action très spectaculaire qui devait être menée par un commando à Fort-Béart, près de Collioure. C'était il y a à peu près plus d'1 an, où il y avait 4 ou 5... Au lieu des centres d'entraînement, d'ailleurs, des commandos français. Exactement, et c'était pour le symbole. Et là, il y avait un commando qui allait monter... sur le fort de Collioure. Qui avait prévu, et ça on le savait, de kidnapper notamment un des responsables, et peut-être même le chef de corps, en tout cas un des hauts responsables de ce centre d'entraînement, pour le décapiter. Et donc, mais ça, la DGSI notamment, grâce à ces capteurs, les services de renseignement intérieur avaient été en mesure quand même de pouvoir remonter à travers les échanges WhatsApp, différents échanges techniques, le fait qu'il y avait un projet qui était en phase de maturation et qu'il fallait absolument agir pour interpeller. La DGSI, il ne faut quand même pas l'oublier, il ne s'agit pas de s'en faire l'avocat à longueur d'année, mais l'année dernière, c'est quand même une vingtaine d'attentats qui ont été déjoués. Et des d'attentats oui, qui ont été déjoués, et parfois des attentats majeurs, qui ont visé... on n'est pas rentré trop dans le détail parce que de toute façon ça ne sert à rien et c'est anxiogène, mais qui visaient notamment des enceintes sportives, des installations classées, des casernes. C'est dû à un progrès du renseignement ou bien est-ce que c'est dû au fait que, par exemple, Daesh a moins de possibilités, a moins de moyens maintenant du fait de sa défaite? Vincent, j'ai envie de vous dire les deux. En fait, ce qui se passe, c'est que le Daesh, par définition, dans la mesure où ils ont perdu en vitesse sur le terrain, ils ont essuyé une défaite militaire cinglante. Ils n'ont plus Raqqa ni les centres d'entraînement qu'ils avaient avant. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça devient une espèce d'armée de l'ombre. Il n'en demeure pas moins que depuis que Al-Adnani, l'émir de la propagande, avait demandé à ce qu'on transfère le djihad au sein des pays, il y a toute une génération dormante qui passe à l'action sans prévenir. D'ailleurs, je pense que ce qui se passe ce matin, ce qui s'est passé ce matin jusqu'à début d'après-midi, cette tragédie qu'a vécue le Lot, n'est pas autre chose, n'est pas une autre illustration que cela. Une tragédie vécue dans l'Aude. Dans l'Aude, oui, pardon. Dans l'Aude. Justement, juste une dernière question. On est dans l'Aude précisément. Le département au nord, c'est l'Hérault, Lunel. C'est une région où il y a eu Lunel et l'Hérault, c'est une région où il y a eu pas mal de départs pour la Syrie. Est-ce que c'est une coïncidence ou bien est-ce qu'il y avait une menace particulière dans cette zone-là? A priori, on n'avait pas identifié. On savait qu'à Carcassonne, notamment, les services de sécurité, fortuits ou pas, avaient fait un entraînement récent du côté de Carcassonne, qui est à 15 km.
Toulouse, c'est pas super loin non plus. On se rappelle que c'était la patrie de Mohamed Merah, 2012, Toulouse et Montauban. C'était un peu l'acte de baptême des attentats sanglants qui ont frappé le pays en mars 2012. Et depuis lors, il y a eu Lunel, comme vous l'avez rappelé Vincent. C'est-à-dire que finalement, il n'y a plus aucun endroit de France qui est véritablement préservé. Et même si Daesh, dans sa littérature, met la tour Eiffel sur un fond de crépuscule en disant « on va vous frapper », ça ne veut pas dire qu'ils vont viser Paris. Ça veut juste dire que pour l'instant, Paris est une cible, mais que maintenant, on peut avoir des cibles un peu partout. Rappelez-vous Saint-Quentin-Fallavier, où Yacine Sali avait décapité Cornora, son patron. Saint-Étienne-du-Rouvray, ou Magnanville. Tout à l'heure, Philippe Capon parlait de jouer les tours, le commissariat, ou une espèce de déséquilibré. Mais qui on avait fait passer ça pour un déséquilibré à l'époque. Voilà. Alors, il n'était pas complètement en possession de ses moyens, mais en tout cas, il avait attaqué en criant Allah Akbar et avec un couteau, avec un mode opératoire qui signe un petit peu quand même son appartenance terroriste, en tout cas. Donc, c'est-à-dire que des endroits comme ça prouvent par l'alpha et l'oméga qu'on peut frapper partout, n'importe comment, et même si effectivement ça faisait 5 mois, plus de 5 mois que la France n'avait pas essuyé une tragédie, parce qu'il faut remonter quand même à l'attaque de la gare Saint-Charles, si depuis, à Marseille, avec 2 morts, si depuis 5 mois, il y avait des gens qui commencent à dire « ah bah oui, maintenant, ça fait 5 mois, il ne se passe plus rien, etc. » Là, tout d'un coup, Daesh rappelle, parce que Daesh a revendiqué en plus, Daesh rappelle cruellement qu'il n'est pas mort, la bête bouge encore, et il va falloir faire très attention. Et on rappelle d'ailleurs que c'est le troisième attentat, troisième attaque de l'ère Macron, oui. Puisqu'il y avait une attaque contre des militaires à Levallois-Perret. Il y a eu ensuite l'assassinat de ces 2 femmes à la gare Saint-Charles, de ces 2 Françaises à la gare Saint-Charles. Oui. Et aujourd'hui, donc, cette prise d'otage sanglante, d'abord ce vol et cette attaque de CRS, puis cette prise d'otage sanglante entre Carcassonne et la ville de Trèbes, le village de Trèbes dans l'Aude. Merci beaucoup Christophe pour toutes ces précisions. Je vous laisse revenir à votre bureau parce qu'il faut que vous terminiez vos articles qui seront à lire sur lefigaro.fr. Toutes les informations. Et demain dans le Figaro, on va consacrer une très large place évidemment en ouverture à un événement sur ce fait dramatique. Donc il y a encore beaucoup à écrire. Et à retrouver dès ce soir d'ailleurs dans la version premium du Figaro.fr. Merci beaucoup. Et pendant ce temps-là, Jean Kikizola, également du service société, nous a rejoint. Jean, on a moins abordé cette question avec Christophe, mais on l'a abordé tout à l'heure avec les personnes qui étaient en ligne et qui agacent, enfin en tous les cas interpellent beaucoup les internautes, qui nous interpellent également sur cette question, c'est que l'individu était, semble-t-il, fiché S. Oui, alors, et bonjour Vincent. Bien évidemment que c'est normal que ça, à chaque fois, que ça alerte, que ça, on pourrait même scandalise les internautes. Ce à quoi j'aurais une réponse en 2 temps. Le premier temps, il est simple. Un jour, un haut responsable des services de renseignement m'a expliqué ce que c'était que son travail. Le travail, c'est d'être un gardien de but. Vous avez en face des gens dont vous ne savez pas où ils sont, vous ne savez pas combien de tireurs il y a, vous ne savez absolument pas de quel côté il faut plonger, et en permanence, vous faites des choix. Vous faites des choix sur un groupe qui paraît plus dangereux qu'un autre, vous faites des choix sur un individu qu'il convient d'interpeller, éventuellement en laissant un autre en liberté, et parfois, souvent, ça aboutit à des interpellations qui évitent des problèmes, mais par définition, ça fait 2 lignes dans les journaux. Et parfois, c'est un échec. Tout attentat est un échec. Les gens des services de renseignement sont les premiers à le reconnaître. Par définition, que ce soit à Paris, à Londres ou à Madrid, un attentat, c'est un échec. Ensuite, le deuxième point, c'est que, alors, on ne va pas revenir sur la fiche S, qui est un outil de renseignement. Bon, là n'est pas tellement la question. Ce qui est certain, c'est que le danger aujourd'hui est extrêmement important. C'est ce que nous demandait un internaute du Figaro. Combien y a-t-il encore de loups solitaires? Alors lui, il disait dans les banlieues françaises, mais en tous les cas, en France, aujourd'hui, c'est très difficile à déterminer. J'ai naturellement aucun chiffre en tête. Mais à supposer que ce soit des loups solitaires, d'ailleurs. Mais ce qui est à supposer que ce soit un loup solitaire, d'ailleurs, parce que le ministre de l'Intérieur a dit qu'il avait agi seul,
Et les mots ont une importance. On peut agir seul et éventuellement être en contact avec une mouvance, des amis, des contacts. Je peux vous garantir, comme Christophe l'a expliqué également, que dans les jours, dans les semaines qui viennent, on va démanteler l'ensemble de son environnement. Ça, c'est absolument évident. Maintenant, ce qui est absolument important, c'est d'en revenir un peu au terrain pour expliquer la réalité de la menace. J'ai assisté, par exemple, il y a quelques mois, à une réunion du groupe d'évaluation départementale du Tarn, dans le département du Tarn, petit département rural, sans problème. Bon, sans problème, avec plus de 150 radicalisés quand même. J'ai assisté à cette réunion qui réunit autour du préfet les policiers de la sécurité intérieure, les policiers du renseignement territorial, les gendarmes, les policiers de la sécurité publique. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous voyez le profil, ce jour-là, ils ont évoqué, dans mon souvenir, une dizaine de profils de radicalisés. Mais vous avez certains profils qui sont d'une dangerosité extrême et qui, en même temps, font l'objet d'un suivi, mais dont on sent bien, en réalité, que d'abord le travail est fait au quotidien, mais surtout, on sent bien qu'on est sur un terrain extraordinairement mouvant. Parce que vous avez parfois des profils extrêmement fragiles dont vous sentez bien qu'ils peuvent très bien passer à l'acte le lendemain. On va y revenir justement, mais je voudrais qu'on revienne également sur la question et sur ses répercussions peut-être au-delà des frontières françaises avec Frédéric Ancel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste reconnu de géopolitique, on recommande tous vos ouvrages et vous êtes également bien sûr spécialisé dans la sécurité et le terrorisme. Votre dernier ouvrage, c'est Mon dictionnaire géopolitique au PUF. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de cette prise d'otage ? J'en retiens le maintien à un niveau très élevé, à un degré très élevé de la menace terroriste et au-delà de ça, de l'idéologie qui constitue aujourd'hui à la fois son terreau, son contexte, sa cause de ce terrorisme, c'est évidemment l'islamisme radical. Et je pense que on a été, en tout cas nombre d'observateurs, ont été peut-être trop optimistes, sans doute trop optimistes, avec les premières défaites militaires de l'État islamique ou de Daesh. Parce que, au fond, Daesh n'aura été, on va pas le mettre au présent parce que c'est pas encore terminé sur le terrain, mais enfin, Daesh aura été finalement une forme nouvelle, différente du phénomène terroriste qui, lui, pour le coup, est extrêmement ancien. Mais une forme seulement. Et en réalité, cette dimension étato-militaire, en quelque sorte, ayant été vaincue ou quasiment vaincue, eh bien, on revient aux fondamentaux. On les a jamais d'ailleurs totalement quittés. Sauf que Daesh, contrairement à Al-Qaïda, avait décidé d'utiliser l'instrument de l'État, j'allais presque dire de l'État-nation-religion, doté d'un pouvoir assez traditionnel, d'une armée, d'une banque centrale, etc. À partir du moment où ça n'existe quasiment plus, et bientôt, je pense, plus du tout, eh bien on revient, donc je le disais, à l'essentiel. Et l'essentiel du terrorisme, c'est certainement pas de se livrer à un territoire ou à des frontières, mais c'est bien évidemment de frapper de manière universelle, quand bon nous semble, qui bon nous semble, ce que bon nous semble, et en faisant bien évidemment de la publicité au sens fort du terme, c'est-à-dire par définition en terrorisant jusque et y compris au cœur de ce qui constitue la société ou l'État ennemi. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, non pas en dépit des défaites de Daesh, comme je l'entends trop souvent, mais justement parce que Daesh est en train de s'effondrer d'un point de vue militaire. Ce que vous dites, Frédéric Ancel, c'est que Daesh devient encore plus dangereuse et encore plus nuisible maintenant qu'elle a perdu son assise territoriale dans le nord de l'Irak et de la Syrie. En tout cas, elle ne l'est pas moins. Elle ne l'est pas moins, et il est vraisemblable que les dernières poches de résistance de Daesh dans cette région étant éliminées, eh bien, vous allez avoir ce qui se produit déjà depuis au moins 1 an et demi, le retour, ou le départ, ou le retour d'un certain nombre de terroristes, soit se déguisant en simples réfugiés, soit revenant simplement chez nous après avoir disparu, mais sans avoir revendiqué d'être sur le terrain, ou quittant ce terrain-là pour gagner d'autres terrains de djihad, je pense notamment à l'Afghanistan, et par conséquent, le Daesh n'est pas effectivement moins dangereux. Daesh est moins dangereux pour les voisins immédiats, en Syrie et en Irak, mais Daesh n'est absolument pas moins dangereux pour nous autres, et je me permets d'insister, le problème de fond, ce n'est pas la forme que va prendre telle ou telle menace terroriste de tel ou tel groupe à un moment M, c'est fondamentalement l'islamisme radical, dont je le rappelle, mais vous le savez, mais c'est important de le rappeler, qu'il touche en majorité
le monde arabo-musulman lui-même, mais qu'il cherche également à frapper parmi ses premières cibles la France considérée comme pourrie, comme franc-maçonne, comme enjuivée, comme ce sont leurs propres mots que je répète. On peut les lire et les entendre, mais c'est de façon absolument libre, laïque, féminisée, etc. Et par conséquent, à ce titre-là aussi, la France est l'une des cibles principales des islamistes radicaux, qu'ils soient de Daesh ou pas d'ailleurs. Merci beaucoup Frédéric Ancel pour ces précisions, cette analyse. Et je rappelle votre ouvrage, Mon dictionnaire géopolitique, c'est aux presses universitaires de France. Ce que vient de dire Frédéric Ancel, vous le retrouvez ça, Jean, avec surtout en particulier cette menace, disait-il, des revenants, de ces personnes parties se battre en Syrie qui peuvent constituer une menace ? Les services antiterroristes sont inquiets de ces revenants. Ils sont inquiets également de ce qu'on pourrait appeler les sortants, c'est-à-dire de ces détenus islamistes qui vont bientôt arriver à la fin de leur peine et qui vont être remis en circulation. Et ils sont également inquiets de cette menace endogène, un terme un peu barbare, de cette menace intérieure qui est représentée par exemple par les deux tueurs en date, celui d'aujourd'hui et celui de Marseille en octobre, qui sont des gens qui sortent. Alors, soyons prudents sur celui de l'Aude, mais pour en venir à celui de Marseille, il était en contact avec son frère qui lui était radicalisé, mais ce sont quand même des gens qui sortent un peu de nulle part pour tuer. Alors, d'où sort justement cet individu qu'on a découvert, il a 26 ans, il s'appelle Redouane Laktine, et il est franco-marocain, c'est-à-dire qu'il a la double nationalité ? A priori, oui. Alors pour le moment, on n'a pas énormément d'éléments sur son parcours, puisque je crois qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'à l'instant même, les services de police sont en train, encore une fois, de démonter, d'essayer d'étaler à peu près. Bon, il y a aussi. Ils ont su retrouver quand même sa mère et sa sœur qu'ils ont conduit justement sur le lieu de la prise d'otage. Oui, alors ça, c'est une technique assez classique de négociation en cas de prise d'otage. Les policiers, les gendarmes disent d'ailleurs parfois en souriant, en tout cas disent parfois que tout élément qui permettrait éventuellement de rattacher le preneur d'otage avec une réalité, avec un sentiment, avec quelque chose, doit être mobilisé. Et donc là, l'idée, c'était tout bêtement d'essayer d'engager un dialogue, de l'amadouer, de faire passer des messages. Bon, c'était assez clair. Maintenant, je vous coupe, et là, nous demande depuis le temps pourquoi ne décide-t-on pas l'expulsion des étrangers condamnés. Là, la question, c'est qu'on n'est pas sûr que justement la personne en question était étrangère. En tous les cas, si elle a la double nationalité, elle était française. Oui, et puis alors, à la limite, on n'est même pas certain qu'il ait été condamné, parce que le ministre de l'Intérieur évoque des faits de délinquance, on ne sait pas du tout s'il a été jugé ou pas. Mais enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui n'avait pas le profil d'un islamiste endurci, qui revenait sur zone. C'est pour ça que je me permettais de souligner ça. Oui, les revenants, il n'était pas parti. Les revenants, c'est une menace, mais les gens qui sont ici, c'est une menace. Et c'est là où ce que disait Frédéric Ancel est particulièrement intéressant, outre le fait qu'il insiste très justement sur le fait qu'il ne faudrait pas être obnubilé par les étiquettes. Al-Qaïda, Daesh, on parle de l'islamisme radical avec une grande souplesse. C'est une question que nous demande d'ailleurs, nous pose Maurice. Où en sommes-nous avec les salafistes de façon générale ? Alors, les salafistes, qui sont en l'occurrence donc détenants de l'islamisme radical, qui sont présents en France depuis maintenant des décennies et qui ont publiquement un langage qui est un langage de discrimination, un langage de fermeture, un langage d'isolement, et qui poussent certains de leurs membres à basculer dans le djihad, la lutte, elle est quotidienne, elle est compliquée. Il se trouve que dans le Figaro de demain, je vais naturellement parler de l'attentat de l'Aude avec Christophe Cornevin, mais je vais également publier un article sur un imam salafiste algérien qui était arrivé en France en 1981, qui n'a cessé de prêcher pendant des décennies dans toutes les mosquées des Bouches-du-Rhône, qui avait une mosquée extrêmement importante à Marseille et qui est en passe, je pense que ce sera le cas, d'être expulsé en 2018. Voilà, donc je pense que c'est toute la difficulté de cette lutte au quotidien contre le salafisme, c'est que ça demande à la fois une fermeté, je crois qu'elle est présente chez les autorités, mais ça demande aussi la possibilité de monter des dossiers juridiques pour être en mesure, je précise que ces salafistes
est algérien, il n'a absolument pas la double nationalité, et donc il est tout à fait expulsable, sauf que ça prend du temps. Voilà, c'est ça la réalité des choses. Puis, il y a plusieurs écoles, même dans le salafisme, toutes ne sont pas... Alors oui, il y a la différence entre le quiétisme, le djihadisme. Bon, le fait est quand même qu'on constate qu'un certain nombre de djihadistes sont passés par ces filières, qu'elles soient par ces écoles de pensée, qu'elles soient quiétistes ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'assise territoriale dont parlait Frédéric Ancel, ce qui s'est passé dans l'Aude, ce qui s'est passé à Marseille, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que l'assise territoriale de l'islamisme radical, du djihadisme, elle est ici. Et c'est ce que vous, d'ailleurs, racontez très bien dans le Figaro ces derniers jours et ces dernières semaines. Vous avez fait un reportage à Trappes et également à Sarcelles, où vous montrez justement comment cette pénétration justement des salafistes les plus radicaux progresse. Gisèle nous demande, pose une question aussi un peu effectivement sensible. Quand va-t-on supprimer les doubles nationalités pour ces terroristes? C'est une question d'ailleurs qui n'a jamais été réellement posée. On a parlé de la déchéance de nationalité, mais jamais de la suppression de double nationalité pour le terrorisme. Oui, alors en même temps, le débat a été lancé il y a quelques années par un président de la République socialiste, si mes souvenirs sont bons. Ça ne lui a pas beaucoup réussi. Vous parlez de François Hollande. Oui, je suis pas du tout un grand spécialiste en la matière. Je ne suis absolument pas un juriste, un fin juriste. Ce que je sais, c'est que ça serait à coup sûr compliqué et ça nous engagerait dans des débats juridiques absolument complexes. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne solution ou pas, mais en tout cas, elle est compliquée. Ça, c'est Moi, sûr. je voudrais revenir sur des choses un petit peu plus simples, Jean Kiki-Zola, puisque vous suivez justement, et notamment à travers ces récits que vous avez fait à Trappes et à Sarcelles, le profil de ce terroriste, présumé en tous les cas, qui est passé à l'acte aujourd'hui. C'est pas moi qui dis passer à l'acte, c'est Gérard Collomb. Il dit le profil d'un petit dealer qui passe à l'acte. Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'une part, naturellement, que les passerelles entre le monde de la délinquance et le monde de la petite délinquance et le monde de l'islamisme radical, du djihadisme, sont évidentes, mais elles ne sont pas récentes. Hein. Elles datent au minimum de 20 ou 25 ans. Ce sont des univers qui, naturellement, s'interpénètrent. Là, ce qui est frappant... Un peu les enfants de Khaled Kelkal, finalement. Absolument. Or, Khaled Kelkal, je vous le rappelle, c'est 95. Hein, donc je pense que c'est vraiment important de dire qu'on est sur des phénomènes. C'est pour ça que l'intervention de Frédéric Ancel, l'excellent Frédéric Ancel, était très importante tout à l'heure, parce que ça met en évidence le fait qu'on est dans un schéma historique. Ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on en parle. Alors justement, je vous propose d'écouter Gérard Collomb qui nous donnait un petit peu plus de précision, et on y revient juste après, sur le profil donc, de Redouane Lagdim, ce franco-marocain qui est auteur de ces meurtres et de cette prise d'otage. Le terroriste s'appelait Redouane Lagdim. Il avait 26 ans et était connu pour des faits de petite délinquance. Mais nous l'avions suivi et nous pensions qu'il n'y avait pas de radicalisation. Il est passé à l'acte brusquement alors qu'il était déjà surveillé. Nous pensions qu'il n'y avait pas de radicalisation, dit également Gérard Collomb. Ça paraît à tout le moins inquiétant. Alors, encore une fois, je ne veux pas enfoncer les portes ouvertes, mais par définition, un attentat, c'est inquiétant. Un attentat, c'est un ratage. Un attentat, c'est un trou dans la raquette, pour utiliser l'expression très, très utilisée. Mais, encore une fois, les services de l'État sont les premiers à le reconnaître, que c'est un ratage. Bon. Après, ce qui s'est passé dans cette histoire, je ne peux pas m'engager sur ce terrain, je n'ai pas aujourd'hui les éléments précis. Mais je pense que c'est d'autant plus... C'est inquiétant parce qu'effectivement, il y a eu ratage des services de l'État. C'est aussi inquiétant parce qu'aujourd'hui, en 2018, en France, vous pouvez avoir quelqu'un qui est un petit délinquant, un petit dealer, qui visiblement a des éléments qui permettraient de douter qu'il se radicalise, de s'interroger sur une éventuelle radicalisation, qui arrive d'une façon ou d'une autre à donner le change et qui ensuite bascule dans une action absolument atroce. C'est ça la chose véritablement alarmante. Et le problème, c'est que ce que ça signifie, c'est qu'on est peut-être relativement désarmé, démuni face à cette réalité. Le dernier bilan fait état de 3 morts et de 5 blessés, dont 3 en urgence absolue. Une autre précision, le terroriste demandait la libération de Salah Abdeslam. Oui.
Alors là, c'est particulièrement intéressant parce que, alors, d'une part, parce que ça veut dire que Salah Abdeslam, dans la tête des islamistes de base, dans la tête des djihadistes de base, dans la tête des terroristes de base, est devenu une figure de référence, quelqu'un d'important. Je pense que son aller-retour en Belgique, avec le fait qu'il ait réussi à mobiliser la France et la Belgique entière pour ensuite aller devant le tribunal de Bruxelles, expliquer que, il ne voulait pas parler et que deux, de toute façon, il tenait à faire une déclaration purement djihadiste, mais alors vraiment de A jusqu'à Z, je pense que là-dessus, l'opération Abdeslam a été réussie. Donc c'est devenu une référence. Et puis ensuite, ils sont marocains tous les deux? Oui, absolument, bien évidemment. Alors après, est-ce que ça signifie qu'il y a une motivation supplémentaire de la part du terroriste ou un lien quelconque? Ça, je n'en sais absolument rien. Ce qui est certain, c'est que Abdeslam est devenu un symbole. Un dernier point, Jean, qu'est-ce que le modus operandi qu'on a vu ce matin vous inspire par rapport aux autres attentats terroristes qu'on a pu voir? Écoutez, en décembre dernier, à Carcassonne, il y a eu un exercice de simulation Turin Mass, attentat, qui évoquait la possibilité d'un attentat dans un supermarché d'une petite ville de province, qui avait mobilisé les gendarmes du coin, les pompiers et les services de la préfecture de l'Aude en décembre dernier. Ça veut juste dire que ce qui s'est passé aujourd'hui était malheureusement dans le grand catalogue des prévisions possibles de la part des autorités et que ça peut se reproduire à tout moment et partout en France. Les politiques sont dans le constat et la réaction, mais les Français veulent les voir proactifs sur ces sujets ultra sensibles, c'est ce que nous dit Elad. On va y revenir dans quelques minutes dans Point de vue, justement, avec Guillaume Roquette et ses invités qui reviendront sur les aspects politiques autour de ce drame. Avant de se quitter, je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron qui a fait une déclaration au Conseil européen où il se trouvait, et ça tombait justement au moment même du dénouement de l'affaire. L'assaut a été donné, bien évidemment. J'ai eu un échange avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, mais c'est sur place et en appréciant les conditions que celles et ceux qui avaient à diriger les opérations au plus près du terrain ont pris leurs responsabilités sous couvert de leurs autorités. Et c'est comme ça que les choses doivent se passer. Et donc l'assaut a en effet été donné et a conduit au résultat que vous avez évoqué. Je serai très prudent sur le reste et n'aurai pas d'autres remarques sur ce qui s'est passé, sauf celle que j'ai évoquée tout à l'heure, et cette volonté, en tout cas réaffirmée, de protéger l'ensemble de nos concitoyens. Un commentaire, Jean, sur la réaction d'Emmanuel Macron? Un commentaire, juste voilà, Emmanuel Macron savait quand il a été élu à la présidence de la République que le terrorisme islamiste était l'un des problèmes auxquels il était confronté, et je pense que ça durera au moins le temps de son quinquennat. Merci beaucoup Jean pour toutes ces précisions. JLR qui sur le Figaro.fr nous dit « On voit l'efficacité de la surveillance française ». C'est peut-être ironique, mais c'est également, si il vous a écouté, ce que j'encourage à faire en écoutant le replay de cette édition spéciale, c'est tous les attentats qui ont été déjoués et toute la préparation qu'il y a eu. Une vingtaine d'attentats ont été déjoués selon les informations de Christophe Cornevin tout à l'heure. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci aux équipes du Figaro et de Figaro Live qui sont mobilisées depuis ce matin. Je voudrais notamment remercier celles qu'on voit moins, l'équipe de Brune Daudré, de Sylvain Châtelain, de Valérie Ancelin, Jean-Charles Cousin et Benjamin Bazin, Anne-Emmanuel Isaac et Lorraine Triard. Toutes les infos sont à retrouver sur lefigaro.fr. On revient, je vous l'ai dit, sur ces événements et les autres événements de la journée avec Guillaume Roquette et ses invités dans Point de vue. Et bien sûr, vous retrouvez dès ce soir tous les articles qui seront publiés dans le Figaro de demain, dans l'édition papier, dans l'édition premium. Et bien sûr, le live texte qui continue. À très vite sur Figaro Live.